Alors, on va parler dans cette quatrième séquence de l'anatomie des voies sensorielles, c'est-à-dire le trajet, la route que va emprunter, que va suivre l'influx nerveux qui est né après la transduction sensorielle jusqu'au centre nerveux, donc en principe au cortex cérébral pour bien sûr élaborer ce qu'on appelle la sensation ou encore la perception. Alors, si on regarde l'organisation générale de ces voies sensorielles, alors vous savez bien maintenant qu'il y a différents systèmes sensoriels. Pour chaque système sensoriel, un récepteur sensoriel spécifique qui va être activé suite au stimulus sensoriel spécifique. Eh bien, des influx nerveux vont naître et vont être transmis vers le système nerveux central. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les voies sensorielles, comme c'est indiqué sur la diapositive, les voies sensorielles sont organisées de manière centripète, c'est-à-dire elles sont organisées de la périphérie et elles s'organisent de la périphérie vers le centre, c'est-à-dire que les influx sensoriels sont orientés vers le système nerveux central, donc organisation centripète. Et bien entendu, les messages sensoriels vont parvenir au système nerveux central par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des nerfs sensoriels. Alors, les nerfs sensoriels qui sont soit des nerfs rachidiens, c'est-à-dire les 31 paires qui vont converger vers la moelle épinière ou qui émergent de la moelle épinière, et puis aussi des nerfs crâniens qui sont au nombre de 12 paires et dont la majorité émerge à partir du tronc cérébral, sauf pour le nerf optique, le système visuel, et le nerf olfactif qui ne pénètre pas dans le tronc cérébral. Donc les messages sensoriels vont véhiculer vers le système nerveux central par les nerfs sensoriels qui, bien sûr, constituent une composante des nerfs rachidiens et des nerfs crâniens. Alors, les influx sensoriels, lorsqu'ils pénètrent dans le système nerveux central, en fait, ils vont subir ce qu'on appelle des relais. Les messages sensoriels vont en fait s'arrêter à différentes structures de notre système nerveux central, s'arrêter pour, bien sûr, larguer ou véhiculer l'information à un neurone suivant qui, lui, va faire un traitement, donc une interprétation, un traitement qui se fait au niveau de la structure du relais. Le message né va être véhiculé vers le relais suivant. Le message va être relayé à un autre neurone, un traitement local, et ainsi de suite, jusqu'au dernier relais, à partir duquel l'information qui est formée, donc le traitement qui a été effectué, va être véhiculé sous forme d'influx nerveux vers l'aire corticale qui est concernée par le traitement sensoriel, comme ici par exemple en vert, c'est le cortex somesthésique donc qui va traiter et permettre la perception des stimuli somatosensoriels somesthésiques issus de la périphérie de notre organisme, des stimuli comme le tact, toucher, pression, le chaud, le froid, la douleur. Alors donc, ces 3 ou 4 relais vont faire monter l'information au cortex spécifique, comme je viens de vous le dire, et à chaque relais s'effectue, bien entendu, un traitement, c'est-à-dire un décodage et une interprétation des propriétés du message, et bien sûr une interprétation qui se fera de plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire au niveau des relais inférieurs, il y aura décodage de quelques aspects simples de la sensation sensorielle, et puis du message sensoriel, et après, plus on monte, plus les structures donc, qui sont les plus hautes vont décoder les aspects les plus compliqués de la sensibilité sensorielle. Alors, je reviens à ces nerfs dont on a parlé, à ces nerfs sensoriels. Donc, on a dit que les nerfs sensoriels, en fait, ils constituent une composante des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. Alors, pour vous rapprocher plus de ces nerfs, c'est un élément quand même de base, les nerfs crâniens, il faut savoir qu'on dispose de 12 nerfs crâniens. Ces nerfs crâniens, pourquoi on les appelle nerfs crâniens? Parce qu'ils émergent du crâne, du cerveau. En fait. Ils sortent du cerveau. Donc, ils émergent directement du cerveau et aussi, bien entendu, du tronc cérébral. Le tronc cérébral que vous voyez ici, qui est à la base des hémisphères cérébraux. Donc, ici, c'est une vue ventrale de notre cerveau disséqué.
Et du côté ventral, vous voyez bien entendu les hémisphères cérébraux, le cervelet, et vous voyez au milieu du côté ventral ce tronc cérébral qui comprend trois parties, la partie antérieure, le mésencéphale, la partie intermédiaire, le pont, et la partie postérieure, le bulbe rachidien ou moelle allongée. Bien entendu, après, ça se prolonge par la moelle épinière. Alors, ces nerfs crâniens, donc, comme je vous l'ai dit, sont numérotés de 1 à 12. Ils sont numérotés là, 1 jusqu'à 12, le nerf hypoglosse. D'accord. Alors, parmi ces nerfs crâniens, il y a des nerfs sensoriels, il y a des nerfs moteurs, et il y a des nerfs qui sont en même temps sensoriels et moteurs, donc on les appelle des nerfs mixtes. Alors, ce qui nous intéresse, bien entendu, pour la sensorialité, c'est les nerfs sensoriels qui vont véhiculer des messages, des influx sensoriels. Alors, il y a les paires crâniens numéro 1, 2 et 8. Alors, vous les voyez ici sur le schéma. Le nerf crânien numéro 1, c'est le nerf olfactif, c'est le nerf sensoriel olfactif. Le nerf crânien numéro 2, c'est le nerf optique. Vous voyez que cela, il n'émerge pas à partir du tronc cérébral. Tous les autres nerfs crâniens, en fait, ils émergent à partir du tronc cérébral. Alors ensuite, on a comme nerf sensoriel le nerf 8. Le nerf 8, c'est le nerf auditif. Alors lui, il émerge à partir du tronc cérébral, c'est-à-dire il prend son départ, il sort à partir du tronc cérébral. Ensuite, les nerfs moteurs. Alors les nerfs moteurs, c'est les paires crâniens numéro 3, 4 et 6, que vous voyez ici 3, 4 et 6, qui sont les nerfs oculomoteurs, en fait, qui contrôlent la motricité de notre globe oculaire, des muscles oculaires externes. Le nerf oculomoteur 3, 4 et 6. Ensuite, il y a les nerfs moteurs 11 et 12, que vous voyez ici, le nerf accessoire et le nerf hypoglosse. Et ensuite, vous avez les nerfs mixtes, qui sont les nerfs 5, 7, 9 et 10. Alors, bien entendu, il figure là, ces nerfs mixtes. Alors, parmi ces nerfs, il y a un nerf que vous connaissez, que vous avez vu dans la régulation, des fonctions physiologiques, le nerf X ou nerf 10, c'est le nerf vague que vous connaissez. Donc, en fait, le nerf vague, c'est un nerf mixte avec une composante sensorielle et une composante motrice. Alors voilà donc pour les 12 paires de nerfs crâniens. Donc ce qu'il faut savoir, surtout, c'est les nerfs sensoriels, puisque ce qui nous intéresse dans ce registre, dans ce dossier sur lequel on travaille, c'est la physiologie sensorielle. Donc il faut connaître ces nerfs sensoriels euh, crâniens 1, 2 et 8. Pardon, et 8, c'est ça. Alors ensuite, les nerfs sensoriels aussi rentrent dans les nerfs spinaux, dans le cadre des nerfs spinaux. Les nerfs spinaux ou nerfs rachidiens, on dispose de 31 paires. Alors, ces paires de nerfs rachidiens, bien sûr, ils émergent à partir de la moelle épinière. Vous voyez là, ils sont numérotés de 1 à 32. Bien sûr, mais bien sûr, ils ne sont pas numérotés de 1 à 32. Ici, en fait, ils sont numérotés pour chaque étage de la moelle épinière. Vous avez l'étage cervical, donc numéroté de, il y a 8 nerfs rachidiens. Pour l'étage thoracique, donc du côté de notre thorax, ils sont numérotés de 2 à 12, donc en fait de 1 à 12, pardon, T1, thoracique 1, thoracique 2, ils sont numérotés de 1 à 12, donc on a 12 paires thoraciques, et pour les lombaires, on a regardé 5 paires lombaires, et pour les sacrés, eh bien, on a aussi 5 nerfs sacrés, et puis un nerf coccygien, c'est le COC. Alors, ces nerfs spinaux, comme vous le voyez, ils émergent à partir de la moelle épinière, donc ils sortent à partir de la moelle épinière. Il s'agit de nerfs mixtes, c'est-à-dire sensitifs et moteurs, innervant chacun une partie de notre corps. Donc, en fait, on a une carte somatotopique de ces nerfs, ce qu'on appelle les dermatomes, c'est-à-dire les territoires périphériques qui sont innervés par chacun de ces nerfs. Donc on connaît vraiment ce que innerve, par exemple le nerf thoracique numéro 8, le nerf lombaire numéro 3, etc., etc. Donc on dispose de cartes, ce qu'on appelle carte des dermatomes. Alors, ces nerfs, donc, comme je viens de le dire, ils sont sensitifs et moteurs, innervant chacun une partie du corps. Et en fait, ces nerfs abritent 4 types de nerfs, 4 types de fibres, des fibres sensitives et des nerfs motrices. Alors, les nerfs sensitifs, il y a des nerfs qui proviennent de la partie somatique du corps, la partie périphérique, et vous savez ce que c'est que maintenant, ce que c'est que somatique. Donc, il s'agit de fibres somatosensitives, d'accord? Et les fibres
sensitives qui proviennent des viscères, on les appelle des fibres viscérosensitives. Les fibres motrices, il y a des fibres motrices qui vont innerver la partie somatique du corps, c'est-à-dire les muscles squelettiques. Viscéromotrices, c'est eux qui vont innerver les viscères. Donc, 4 types de fibres, 2 types qui sont sensitifs et 2 types qui sont motrices. Alors, voyons voir maintenant un relais sensoriel qui est très important et qui est clé pour tous les systèmes sensoriels. Ce relais, on l'appelle le thalamus. Donc, comme on l'a déjà vu dans l'organisation générale de notre cerveau au début. Donc, on a parlé d'un territoire cérébral qu'on appelle le diencéphale. Et dans ce diencéphale, on trouve donc, ce sont un ensemble de structures sous-corticales ou bien dans ce diencéphale, on trouve notamment le thalamus et l'hypothalamus. Donc, le thalamus est une structure diencéphalique, d'accord, qu'on trouve, qui vient juste en dessous du cortex cérébral et qui se situe au-dessus du tronc cérébral que vous voyez ici, avec son mésencéphale, je répète, pour insister, le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien. Voilà le thalamus. Donc, sur une courbe sagittale du cerveau, vous voyez, il est situé en profondeur sous les hémisphères cérébraux, donc sous le cortex cérébral. Par conséquent, sur le plan anatomique, le thalamus est une structure diencéphalique constituée de substances grises. Donc, c'est une substance grise qui contient des neurones donc, qui vont se charger de traitements neuronaux. Alors, cette structure, elle est située au centre du cerveau, en position intermédiaire, comme je viens de le dire, entre le cortex cérébral et le tronc cérébral. Alors, en fait, comme on a 2 hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche, en fait, on dispose aussi de 2 thalamus, un thalamus droit et un thalamus gauche. Voilà le thalamus. Donc, un thalamus droit et un thalamus gauche. Et les deux thalamus, comme vous pouvez le voir, ils sont situés en position sous-corticale, en position intermédiaire, d'accord? Ils sont situés de part et d'autre d'une cavité, donc une cavité dans laquelle circule le liquide céphalorachidien, le LCR, qu'on appelle le troisième ventricule. Vous voyez que vous savez sans doute que notre cerveau, il est traversé par un certain nombre de creux, de cavités dans lesquelles circule le liquide céphalorachidien et dans ce niveau de coupe où on voit le thalamus, eh bien, cette cavité s'appelle le troisième ventricule. Alors, plus haut, vous voyez, par exemple, là, on l'appelle les 2 ventricules latéraux. Donc, des appellations différentes de ces cavités tout au long de notre cerveau. Alors, le thalamus, il est situé de part et d'autre du troisième ventricule. Alors, sur le plan fonctionnel maintenant, voilà, donc vous savez maintenant ce qu'il en est pour le côté anatomique. Donc, sur le plan fonctionnel, et comme je vous l'ai dit, le thalamus assure principalement une fonction de relais. De relais, ça veut dire que le message, il va s'arrêter et qui provient de la structure sous-jacente. Le message va arriver au thalamus, il va s'arrêter, il va être largué à d'autres neurones dans le thalamus qui va, les neurones vont assurer l'intégration de ces informations sensorielles qui sont d'origine périphérique, bien entendu avant leur traitement dans le cortex cérébral où se fait, bien sûr, c'est le traitement ultime sensoriel qui se fait au niveau du cortex cérébral. Donc, c'est une zone relais et de traitement d'informations sensorielles, mais le thalamus est aussi une zone de relais et de traitement moteur, donc le relais des efférences motrices, donc les efférences motrices qui proviennent du cortex cérébral, ils transitent par le thalamus et le thalamus, lui, va véhiculer le message cortical vers les structures motrices par une voie descendante. Bien sûr, le thalamus est aussi un centre de régulation de tout ce qui est conscience, de la vigilance et du sommeil. Donc, en fait, il y a plusieurs fonctions neurophysiologiques, dont l'intégration, le traitement et l'intégration des informations sensorielles. Alors, sur le plan anatomo-fonctionnel, si on finalise davantage l'anatomofonction de ce thalamus, alors, vous pouvez voir que voilà, ça c'est le thalamus, donc c'est un volume neuronal, c'est un territoire de substances grises qui se longe dans notre cerveau. Bien sûr, il est orienté, il a une partie antérieure, il a une partie postérieure. De ce côté-là, on trouve la partie dorsale et de ce côté-là, on trouve la partie ventrale.
Alors, comme on a dit que le thalamus, il a plusieurs fonctions neurophysiologiques, et bien justement, comment il organise le traitement des différentes fonctions, c'est parce que il est, disons, il abrite ou il est composé de plusieurs noyaux. Donc, chaque noyau a soit une fonction motrice, soit une fonction sensorielle, soit une fonction limbique, etc. Alors, ces noyaux, bien sûr, vous voyez, il y en a plusieurs. Ils sont bien sûr colorés par des couleurs différentes pour éclairer les choses, pour que les choses soient beaucoup plus claires. Donc, vous voyez, il y a des groupes, il y a plusieurs noyaux. Il y a par exemple un noyau ici qu'on appelle noyau antérieur. Il y a un noyau postérieur qu'on appelle le pulvinar. Il y a un noyau, les noyaux qui sont du côté dorsal, on va les désigner dans leur appellation souvent par dorsal, donc ils peuvent être dans la partie latérale. Par exemple, celui-là, il est latéral et il est dorsal. Celui en dessous, il est ventral et il est latéral. Celui-là, il est médian et il est dorsal, donc il est dorsal. Celui-là, il est ventral et il est en même temps postérieur dans le noyau. Et il est médian, donc on l'appelle noyau ventral postérieur médian. Donc vous voyez que l'appellation de chaque noyau fonctionnel, elle est liée à sa situation anatomique ou sa disposition spatiale dans ce thalamus. Alors donc vous voyez que le thalamus s'organise sous forme de nombreux noyaux qui ont des fonctions spécifiques ou alors des fonctions non spécifiques. Alors je vous ai encadré en rouge les noyaux relais sensoriels qui nous intéressent pour la sensorialité. Bien sûr, je ne vous demande pas de tout apprendre, mais bien entendu, il y a quelques noyaux que vous allez, bien entendu, en les regardant, on va les aborder dans l'anatomie des voies sensorielles spécifiques. Vous allez vous familiariser avec ces noyaux qui sont encadrés. Alors, par exemple, ici, vous avez le noyau ventral postérieur latéral et le ventral postérieur médian qui ont une fonction sensorielle, donc ils constituent un relais sensoriel. Il y a le corps géniculé médian qui est postérieur et qui est un relais auditif, désigné par A. Le corps géniculé latéral qui est le relais visuel, donc il a une fonction visuelle. Vous avez d'autres noyaux. Alors, par exemple, vous avez des noyaux désignés par grand L, c'est-à-dire des noyaux qui ont une fonction limbique. Donc, en fait, ils vont contribuer à la fonction du système limbique. Et il faut savoir que le système limbique, c'est un ensemble de structures, c'est un réseau de noyaux au sein de notre cerveau. Ces réseaux de noyaux jouent un rôle important dans tout ce qui est traitement de la mémoire, des apprentissages et aussi de l'édification des émotions, donc impliquées dans le comportement émotionnel. Eh bien, ces noyaux relais, ces noyaux thalamiques que vous voyez ici, interviennent donc dans le traitement des messages limbiques, donc font partie du système limbique. Alors, bien entendu, voilà, donc pour ce qui est anatomofonction, donc je ne vais pas vous encombrer plus. Alors, juste ici, vous avez un schéma qui vous oriente par rapport à donc, ces noyaux. Donc, tout ce qui est dorsal, il est en haut, ventral dans l'autre sens, postérieur et antérieur. Donc, c'est une orientation spatiale des différents noyaux thalamiques. Alors, ici, dans ce noyau, on vous regroupe, en fait, justement, les différents noyaux thalamiques et puis leurs fonctions leurs fonctions associées, qu'elles soient spécifiques ou non spécifiques. Alors, justement, les noyaux thalamiques relais, il y en a plusieurs. Je vous ai dit que le thalamus constitue un relais sensoriel, moteur, etc. par excellence. Alors, ces noyaux relais peuvent être soit des noyaux spécifiques, c'est-à-dire qui ont une fonction spécifique donnée, ou alors des noyaux non spécifiques qui ont donc une fonction beaucoup plus large. Alors pour les noyaux spécifiques, on en a déjà parlé, donc il y a le géniculé latéral. Alors bien, j'ai entouré les noyaux toujours sensoriels qui nous intéressent pour les systèmes sensoriels. Le relais visuel, c'est le géniculé latéral. Le géniculé médian, c'est le relais auditif, donc il a une fonction auditive. Le ventral postérieur latéral et le ventral postérieur médian, il a une fonction somesthésique. Le, euh, les- il y a bien entendu des noyaux thalamiques qui sont non spécifiques, tels que le latéral postérieur et le pulvinar, qui sont ici, le pulvinar postérieur et le noyau latéral postérieur. En fait, ces noyaux jouent aussi un rôle dans l'intégration et le traitement des différentes informations sensorielles. Donc, en fait
c'est des structures d'association de plusieurs informations sensorielles. Et bien sûr, ce traitement va permettre d'intégrer, de regrouper, de donner une image un petit peu pas fragmentée d'un stimulus sensoriel. Alors, par exemple, je peux citer comme exemple, donc je vois une personne devant moi, bien sûr avec le système visuel, une personne devant moi qui est en train de parler, donc je vais bien sûr pour identifier cette personne, bien sûr il y a les stimuli sensoriels qui se dégagent des vêtements qu'il porte, de ses traits de visage, etc. Donc il y a une information sensorielle qui pénètre dans mon cerveau. Quand elle parle, il y a aussi sa voix. Et donc, je vais pouvoir reconnaître cette personne par son physique et peut-être aussi par la voix. Alors, bien sûr, il faut au niveau cérébral qu'il y ait une association des deux stimuli sensoriels, visuels et auditifs pour que je puisse déchiffrer, identifier cette personne. Donc, il faut justement l'intégration de différentes informations sensorielles qui va être véhiculée vers le cortex cérébral, qui va encore reconstituer une information sensorielle très fragmentée pour reconstituer, bien sûr, une image, disons, une sensation, une perception sensorielle. Alors, bien sûr, il y a d'autres noyaux dont je ne vais pas insister. Donc, je vais insister surtout sur les noyaux relais et surtout ceux qui sont encadrés. Et bien sûr, aussi, vous avez ici les noyaux qui ont une fonction limbique et les noyaux qui ont une fonction motrice. Alors maintenant que vous avez une idée un petit peu sur, on a une idée un petit peu fragmentée des traitements sensoriels, on a vu ce qui se passe au niveau des récepteurs, la transduction, les décodages sensoriels au niveau des fibres sensorielles. L'information par la suite va être véhiculée sous forme d'influx nerveux vers le cerveau en passant par des relais, par des structures d'arrêt, et puis l'information va parvenir au cortex sensoriel pour y être pour un traitement sensoriel, une perception sensorielle finale. Alors, on va voir quelques exemples de voies somatosensorielles. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, on va commencer par les voies somatosensorielles aux voies somesthésiques. Donc, les voies qui vont véhiculer les messages issus des récepteurs somatosensoriels, issus de la périphérie, soit de la partie somatique, peau et muscles, ou alors des viscères. Alors, au fait, comme vous pouvez le voir, vous avez on a deux trajets. Vous avez deux schémas. Ça veut dire qu'on a deux voies différentes. Alors, pourquoi deux voies différentes? Alors, vous savez qu'on a pu identifier au niveau des récepteurs somesthésiques, on a différents types de récepteurs. Il y a les mécanorécepteurs, comme le corpuscule de Pacini, les propriocepteurs musculaires. On a parlé aussi de nocicepteurs, les récepteurs de la douleur, qui véhiculent un message nocif douloureux, et les thermorécepteurs qui qui sont stimulés par le chaud et par le froid. Alors, au fait, on a montré que les messages sensoriels qui sont véhiculés par ces récepteurs et les messages véhiculés par les nocicepteurs thermorécepteurs empruntent des voies différentes. Alors, commençons par les propriocepteurs et les mécanorécepteurs. Donc, si vous vous rappelez bien, on a vu que suite à un stimulus somatosensoriel, mécanique par exemple, eh bien, il va y avoir naissance d'un influx nerveux de potentiel d'action au niveau de la zone d'initiation du potentiel d'action. L'influx nerveux est véhiculé vers la moelle épinière à travers des nerfs sensoriels, donc les nerfs sensitifs, des nerfs rachidiens. Donc, ce premier neurone a le corps cellulaire qui se situe dans le ganglion de la racine dorsale. Alors, et comme on a dit que le premier neurone génère aussi le potentiel d'action, donc on parle de neurone de premier ordre, récepteur primaire. Alors, ce neurone primaire va envoyer son prolongement axonique, donc il a ici quelques terminaisons axoniques, et il va continuer son chemin, donc il va devenir myélinisé, ces fibres sensorielles vont devenir myélinisées et ils vont être véhiculés, donc ils vont passer par la substance blanche dorsale de la moelle épinière, qu'on appelle les colonnes dorsales, pour aller vers les étages supérieurs de notre système nerveux central pour faire relais au niveau de la structure qui vient juste devant la moelle épinière, qui est le bulbe rachidien.
Donc là, ce neurone de premier ordre va faire synapse, il s'arrête, il fait synapse, donc il va larguer ou transmettre l'information à un deuxième neurone qu'on appelle neurone de deuxième ordre. Alors ce neurone de deuxième ordre, vous voyez qu'est-ce qu'il va faire? Alors bien sûr, ce noyau, on l'appelle le noyau du léminisque médian. L'appellation léminisque médian, vous l'avez ici, donc ça c'est le noyau du léminisque médian. Le neurone du léminisque médian où le corps cellulaire va prolonger, va envoyer son axone pour aller traverser la ligne médiane du bulbe rachidien pour se retrouver de l'autre côté du bulbe rachidien. Donc vous voyez, ça pénètre par exemple du côté gauche, et eh bien l'information va se retrouver dans le neurone du côté droit. Donc ça va projeter du côté droit et ça va monter. Donc ça c'est le neurone de deuxième ordre. Il va faire synapse dans le thalamus. Donc là où il croise, ce croisement, on parle également de décussation. Donc la décussation, c'est un croisement de la ligne médiane. Ça veut dire que tout ce qui est gauche va se retrouver du côté droit et vice-versa. Voilà, donc j'ai la décussation, le prolongement se termine dans le thalamus et au niveau du thalamus, donc un troisième neurone prend l'information et le noyau, le relais somatosensoriel en question dont on a déjà parlé, c'est le ventro-postérolatéral. Donc les neurones thalamiques vont ensuite se jeter et aller envoyer le message sensoriel vers le cortex somatosensoriel, en particulier vers le cortex sensoriel primaire. Et là, donc, il s'agit du neurone du troisième ordre. Donc, qu'est-ce qu'on a pour résumer, j'ai un neurone du premier ordre qui ramène le stimulus somatosensoriel, qui va monter par les colonnes dorsales vers le bulbe rachidien. C'est pour ça qu'on parle de faisceaux dorsaux. Donc, ça passe par la partie dorsale de la moelle épinière. Donc, vous avez les colonnes dorsales. Ici, vous avez les colonnes latérales. Et ici, vous avez les colonnes latérales de la substance blanche médulaire. Un neurone de deuxième ordre va traverser la ligne médiane et se retrouver dans le thalamus du côté opposé, c'est ce qu'on appelle le côté contralatéral. Donc, et là, on était dans le léminisque médian gauche, là, on va se trouver dans le thalamus droit, qui est donc dit contralatéral, c'est-à-dire situé du côté opposé. Et puis aussi dans le cortex sensoriel contralatéral. Alors voilà donc pour la voie somatosensorielle qui véhicule les messages mécaniques issus des mécanorécepteurs somatiques, cutanés et des propriocepteurs. Alors, comment maintenant il est le trajet des influx issus des nocicepteurs et des thermorécepteurs? Alors d'ailleurs, une différence que vous voyez, que je vous rappelle, puisqu'on en a déjà parlé, on a vu pour les proprios et les mécanorécepteurs, il s'agit de récepteurs encapsulés, voyez, alors que les nocicepteurs et les thermorécepteurs, c'est des terminaisons nerveuses libres. En fait, c'est des terminaisons nerveuses qui viennent innerver la périphérie de notre corps, la peau, les muscles, les viscères. Donc, c'est des terminaisons nerveuses libres. Alors, ces terminaisons nerveuses libres, ils font partie aussi du neurone de premier ordre, puisque les terminaisons nerveuses libres, après stimulation par un stimulus nocif ou thermique, eh bien, vont voir la naissance d'un potentiel d'action, d'un influx nerveux qui est autopropagé à travers ce même neurone. Donc, on a le neurone de premier ordre qui va pénétrer dans la moelle épinière. Alors là, le neurone, il va s'arrêter, donc il arrête sa projection axonique au niveau de la substance grise, cette espèce de papillon de la moelle épinière. Le neurone primaire de premier ordre va faire synapse ou larguer l'information à un deuxième neurone qui lui va croiser la ligne médiane de la moelle épinière immédiatement. Il va se retrouver, donc comme c'est des fibres myélinisées, il va passer par les faisceaux, par les colonnes, par les colonnes latérales de la moelle épinière, les colonnes antérolatérales de la moelle épinière. Donc, leur montée constitue donc ces fibres sensorielles qui montent constituent ce qu'on appelle les faisceaux antérolatéraux. Alors, ils vont monter donc du côté opposé jusqu'au niveau du côté contralatéral, jusqu'au niveau du thalamus, où un troisième neurone prend le relais, il va véhiculer l'information, neurone de troisième ordre, qui va véhiculer l'information vers le cortex sensoriel primaire. Et bien entendu, le relais thalamique, c'est toujours le ventro-postérolatéral. Donc, en fait, on a les deux systèmes, les deux voies qui croisent à un moment donné. La différence, c'est le site de croisement, de décussation. Pour ce cas de figure, pour ce système, le croisement se fait plus haut au niveau de l'étage bulbe rachidien. C'est le deuxième neurone
il croise au niveau du bulbe rachidien, alors que pour ce cas de figure, le deuxième neurone ou le neurone de second ordre, de deuxième ordre, il croise directement, immédiatement dans la moelle épinière. Vous voyez que la différence majeure, elle réside au niveau du croisement. Donc ici, le deuxième relais, il est dans la moelle épinière elle-même. Là, le deuxième relais, enfin le premier relais, il est dans la moelle épinière elle-même. Et là, le premier relais, il est dans le bulbe rachidien, c'est-à-dire dans le noyau du ménisque médian. Et la décussation, elle se fait dans le bulbe. Là, la décussation, elle se fait dans la moelle épinière. Alors, au fait, si on considère, bien sûr, les voies, la voie somatosensorielle nociceptive, donc la voie qui transmet les messages nocifs, c'est-à-dire la transmission des signaux douloureux, dits nociceptifs. Alors, bien entendu, on vient de voir la voie somatosensorielle qui transmet les signaux douloureux. Ça, donc, j'ai un stimulus douloureux qui est appliqué sur une partie somatique, sur la peau par exemple, une piqûre ou autre, eh bien, ça va activer les terminaisons libres qui innervent cette partie de la peau. Un message sensoriel pénètre dans la moelle épinière. Le message va être largué à un deuxième neurone qui traverse la ligne médiane. Ce neurone deuxième ordre va projeter le message à travers le faisceau antérolatéral vers le cerveau. Donc voilà le trajet schématiquement. C'est exactement ce qu'on a vu ici. Il se répète ici, mais d'une manière schématique. Donc là, c'est la voie de ce qu'on appelle la voie de la perception sensorielle, donc la voie qui perçoit un stimulus comme étant douloureux, donc pour vraiment ressentir une douleur. C'est ça. Mais au fait, la transmission du signal douloureux n'emprunte pas que cette voie. Il y a une autre voie qui peut être activée par un stimulus douloureux, par exemple une piqûre au niveau de la peau. Ça va activer les terminaisons, les récepteurs qui sont les terminaisons nerveuses libres. Le message sensoriel est né. Il va être acheminé à travers le neurone de premier ordre, puis un neurone d'association, puis ça va être transmis vers ce qu'on appelle un motoneurone, c'est-à-dire un neurone moteur qui va innerver, qui va actionner les muscles squelettiques. C'est pour ça qu'on les appelle moteurs, c'est comme le moteur d'une voiture. Eh bien, ce neurone va actionner les muscles squelettiques pour déclencher, par exemple, un mouvement réflexe. Par exemple, lorsque je me fais piquer au niveau de mon pied ou au niveau d'un orteil, la réaction que je fais, c'est je retire immédiatement mon pied de la source qui m'a stimulé, qui m'a provoqué ma douleur. Donc, et bien entendu, cette réaction peut avoir lieu avant même que la perception se fasse au niveau du cerveau. Donc, c'est quelque chose de pas conscient. C'est une, c'est une boucle d'activation dite réflexe, c'est-à-dire elle n'a pas besoin, bien sûr, d'un traitement cérébral, cortical, pour qu'elle déclenche la contraction et le mouvement, des mouvements réflexes, des mouvements. Alors, donc, lorsque les impulsions nociceptives douloureuses pénètrent dans la moelle épinière, bien entendu, elles activent, bien sûr, alors je répète, pardon, les influx nociceptifs, donc pour vous résumer, j'insiste, les influx nociceptifs issus des récepteurs périphériques cutanés et viscéraux gagnent la moelle épinière, puis le cerveau par le faisceau antérolatéral où ils sont intégrés. Mais lorsque les impulsions nociceptives pénètrent dans la moelle épinière, elles activent également un circuit neuronal local de protection qui produira ce qu'on appelle des réflexes nociceptifs. Alors, comme exemple de réflexe, le retrait d'un membre. Je me fais mal, je me fais brûler, je retire immédiatement mon membre. En même temps, bien sûr, que le traitement de la perception, le traitement qui conduit à la perception se fasse. Donc, il y a deux voies qui s'activent lors des stimuli nociceptifs, nocifs. Il y a la voie de la perception consciente et il y a la voie réflexe. Alors, comme second exemple de voies anatomiques dont je vais parler, c'est les voies auditives. Alors, les voies auditives, bien sûr, il met en jeu les récepteurs auditifs, ces fameux récepteurs, ces cellules sensorielles auditives ciliées qu'on a vues, qui sont localisées dans notre oreille, en particulier dans l'oreille interne et en particulier dans la cochlée, qu'on appelle l'organe
de Corti. Donc, lorsque un message sonore parvient à ma cochlée, bien sûr, les cellules ciliées s'activent, il envoie le message, il va transmettre le message à un neurone qu'on appelle le neurone de premier ordre, de type 1, qui va véhiculer le message à travers un nerf crânien, cette fois-ci, qui est le nerf crânien numéro 8, et c'est le nerf cochléo-vestibulaire. Parce qu'en fait, ce nerf, cette part crânienne numéro 8, elle comporte une branche auditive et une branche vestibulaire, c'est-à-dire une branche de l'équilibre, en relation avec l'équilibre. Alors, donc, les influx auditifs qui ont emprunté le neurone de premier ordre vont pénétrer encore dans le bulbe rachidien et en particulier au niveau d'un noyau qu'on appelle le noyau cochléaire. Donc, un relais se fait au niveau de ce noyau du bulbe rachidien et bien entendu, un neurone de deuxième ordre prend la relève, il va être, donc ce neurone, en fait, vous voyez, il emprunte cette voie-là, il traverse encore la ligne médiane, donc vous voyez encore un croisement creusement par rapport à la ligne médiane, donc ça passe de l'autre côté. Le message s'arrête au niveau d'un autre noyau bulbaire qu'on appelle l'olive supérieure. À partir de l'olive, les neurones vont emprunter cette voie-là pour monter vers l'étage du mésencéphale, donc ils vont monter vers l'étage supérieur du tronc cérébral qu'on appelle le mésencéphale. Au niveau du mésencéphale, le relais se fait. Bien sûr, le relais il se fait au niveau d'un noyau qu'on appelle le colliculus inférieur. À partir de ce colliculus, les neurones colliculaires vont monter vers le thalamus. À partir du thalamus, donc le message qui parvient au thalamus, le message auditif va être transmis à partir du thalamus vers le cortex auditif qui se situe ici dans le lobe temporal. Alors, il se situe, bien sûr, il va dans cette structure, dans cette partie du cortex, j'aurai bien sûr le traitement, l'intégration, le traitement de l'information auditive pour générer la perception, donc la discrimination. Je peux même mémoriser, ça peut être à l'origine de mémorisation si le son je ne le connais pas et qui m'intéresse, donc je peux le stocker dans ma mémoire. Et puis aussi, il peut y avoir des intégrations, ce qu'on appelle des intégrations sensorimotrices, c'est-à-dire un message auditif qui peut générer un influx moteur. Alors, quel est le noyau thalamique relais impliqué dans la perception auditive? Eh bien, c'est le noyau géniculé médian, schématisé par NGN, noyau géniculé médian. Alors, en fait, l'essentiel de l'information auditive, vous voyez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croiser les lignes médianes et elle va monter pour être traitée dans le cortex auditif opposé, le cortex auditif contralatéral, du côté où la stimulation a été reçue. Alors, vous voyez qu'il y a aussi une autre petite voie mineure. À partir du colliculus inférieur, il y a une petite projection. On a pu montrer qu'il y a des projections issues du colliculus inférieur droit vers le colliculus inférieur gauche, à partir duquel ça va vers le cortex auditif gauche. Donc là, c'est aussi une voie. Donc en fait, le traitement, il se fait des deux côtés. Le traitement de la perception auditive se fait, pour la perception, se fait des deux côtés, mais il se fait majoritairement du côté contralatéral, c'est-à-dire du côté opposé où le stimulus a été reçu. Alors l'auteur des travaux qui ont été pour beaucoup dans l'identification de ces voies auditives, c'est un neurobiologiste français, Pujol. Alors, la dernière voie dont je vais parler et que je cite comme exemple, les voies visuelles. Alors, les voies visuelles, bien entendu, le point de départ du stimulus visuel, on a vu que c'était l'œil, la rétine, d'accord? Alors, à partir de la rétine, le message, il est véhiculé à travers, on a parlé donc dans la rétine, il y a le photorécepteur, puis la cellule bipolaire, puis la cellule ganglionnaire qui s'active. La cellule ganglionnaire, en fait, elle envoie son axone. Ce sont les axones des neurones ganglionnaires qui constituent le nerf optique. Alors, vous voyez, donc les fibres vont aller pénétrer dans le cerveau. Et vous voyez que ça n'emprunte pas le tronc cérébral, comme je vous l'ai déjà dit, donc ça pénètre directement dans le cerveau. Et vous voyez, ces neurones ganglionnaires vont s'arrêter et faire synapse au niveau du noyau thalamique, qui est toujours, le thalamus qui est toujours un relais sensoriel, et ceci au niveau du noyau géniculé latéral. Donc le noyau géniculé latéral, c'est le relais visuel, et le géniculé médian, c'est le relais auditif.
Alors, à partir du thalamus du noyau géniculé latéral, un neurone de deuxième ordre va envoyer, enfin des neurones de deuxième ordre vont partir, vont quitter le thalamus et vont aller suivre ce trajet-là. Donc, traverse, donc en empruntant et en empruntant cette voie, il laisse une empreinte dans la structure du cerveau et laisse une empreinte constituant ce qu'on appelle les radiations optiques. C'est pour ça qu'on les appelle radiations optiques. Ces radiations optiques, ces neurones donc, thalamiques vont se terminer pour donner l'information aux neurones du cortex qui est le cortex visuel et qui se situe, vous voyez ici, dans la partie postérieure occipitale de notre cerveau. Donc, cette voie, on la qualifie de voie rétino-thalamo-corticale, c'est-à-dire voie qui part de la rétine vers le thalamus, vers le cortex, et c'est la voie de la perception visuelle consciente, c'est-à-dire c'est là où va s'identifier les objets visuels, les couleurs, etc., les détails visuels. Alors, en fait, bien sûr, ça c'est la voie de la perception, mais en fait, il faut savoir que les voies visuelles, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il y a d'autres voies qui traitent d'autres aspects de l'objet visuel. Alors, je vous donne comme exemple, par exemple, un objet visuel qui bouge dans le champ visuel. Par exemple, je suis dans une station de bus, j'attends le bus, je vois le bus arriver, donc j'identifie le bus et je peux suivre le bus. S'il est en mouvement, je peux suivre avec le mouvement de mes yeux, je peux suivre le mouvement du bus. Donc, je peux aussi avoir, donc suite à la mobilité de mes globes oculaires, je peux suivre mon objet visuel. Donc là, par exemple, il y a une voie justement qui part de la rétine, donc des neurones ganglionnaires, au lieu d'aller vers le thalamus, ils vont aller vers d'autres noyaux cérébraux. Alors, par exemple, pour tout ce qui est mouvement des yeux et de la tête, il y a la voie, ce qu'on appelle la voie rétinotectale, c'est-à-dire la voie qui va donc issue de la rétine, elle va venir pour aller activer des neurones situés dans un noyau qu'on appelle le tectum ou colliculus supérieur. Et à partir de ce tectum, un influx moteur va être né et il va retourner vers les muscles extraoculaires pour actionner bien sûr les mouvements, pour actionner ces muscles et pour provoquer les mouvements des yeux. Alors, il y a une autre voie, vous savez que, par exemple, lorsque le stimulus visuel il est très fort en intensité, parfois, par exemple, on passe d'une pièce obscure à une pièce éclairée en lumière pleine lumière, la lumière du jour, et bien parfois, cette lumière, au début, elle est perçue comme aveuglante, elle nous gêne au niveau de l'œil. Pourquoi? Parce qu'elle est très forte en intensité. Donc, il y a une voie qui va justement aider à faire ce qu'on appelle la constriction pupillaire. Donc, elle va rétrécir la pupille pour qu'il y ait moins de lumière qui pénètre dans l'œil. C'est la voie des réflexes qu'on appelle la voie des réflexes photomoteurs, et c'est la voie rétino-prétectale. Là, il y a un autre noyau auquel certains neurones ganglionnaires vont venir se projeter pour activer leurs neurones, le prétectum. Alors, le prétectum, lui, il va déclencher un réflexe moteur en actionnant les muscles intraoculaires, les muscles de l'iris, pour provoquer la constriction pupillaire. Alors, une autre voie qui est la voie rétino-hypothalamique. Donc, il y a aussi des neurones ganglionnaires qui vont aller se terminer au niveau d'une structure de l'hypothalamus qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, que vous verrez bien entendu dans l'étude des rythmes biologiques. Alors, ce noyau suprachiasmatique, c'est en fait notre horloge biologique. Il faut savoir que notre cerveau, il est capable de régir, d'édifier des rythmes biologiques en fonction des circonstances environnementales extérieures. Par exemple, les rythmes externes, comme le rythme circadien, le rythme jour-nuit. Alors, ce rythme jour-nuit, bien sûr, il va générer un rythme biologique interne qui est lié à cette horloge biologique, le noyau suprachiasmatique. Alors, justement, les neurones ganglionnaires qui vont rentrer dans, disons,
dans ces rythmes circadiens vont aller pénétrer et faire synapse au niveau du noyau suprachiasmatique. C'est lui qui va indiquer au cerveau qu'il fait jour ou qu'il fait nuit et il va contrôler, bien sûr, il va adapter toutes nos fonctions biologiques par rapport au jour et par rapport à la nuit. Parce qu'en fait, les activités physiologiques ne sont pas tout à fait les mêmes euh, le jour et la nuit. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs voies visuelles, il y a 4 voies. Il y a la voie rétinocorticale, rétino-thalamocorticale, la voie de la perception visuelle consciente. Il y a la voie rétino-hypothalamique impliquée dans les rythmes circadiens, biologiques circadiens. La voie rétino-prétectale dans les réflexes photomoteurs et la voie rétinotectale impliquée dans tout ce qui est donc mouvement et orientation des yeux et de la tête. D'ailleurs, on peut bouger non seulement les yeux, on peut suivre un objet visuel non seulement par nos yeux, mais également par la tête. On peut même tourner la tête pour suivre un objet visuel qui nous intéresse. Alors voilà donc, on a vu qu'il y a différents influx sensoriels qui vont emprunter des voies sensorielles particulières qui sont bien spécifiques. Vous voyez, ça n'est pas les mêmes structures qui sont impliquées pour chaque système sensoriel. Chaque fois, on a vu ces structures nouvelles. Donc, des voies visuelles spécifiques qui vont parvenir toutes qui ont comme point ultime, extrême, le cortex cérébral. Alors, par exemple, le toucher, le message somatosensoriel va pénétrer dans cette partie du cortex sensoriel, l'olfaction à ce niveau-là, la gustation aussi, l'équilibre va pénétrer et l'audition, les stimuli auditifs et vestibulaires vont pénétrer dans les parties temporales, la vision là. Donc en fait, chaque territoire cortical va traiter d'une manière spécifique un stimulus sensoriel, une information sensorielle. Alors, bien entendu, pour vous rendre compte un petit peu de comment se fait le traitement au niveau de notre cortex cérébral, il faut savoir que le cortex cérébral, il est subdivisé en 4 lobes. Il y a la partie tout à fait antérieure qu'on appelle le lobe frontal. Le lobe, derrière le lobe frontal, il y a le lobe pariétal. Alors, ces deux lobes sont séparés par un creux, par un sillon. Donc, ils sont anatomiquement séparés par un sillon qu'on appelle le sillon central. Alors, ici, en bas, du côté des oreilles, on a les lobes temporaux. Et puis, tout à fait derrière, le lobe occipital. Voilà donc cortex. Au-dessous, il y a le cervelet et puis ici, le tronc cérébral. Alors, en fait, chaque territoire cortical reçoit des informations spécifiques en provenance de la périphérie, après, bien entendu, et vous le savez maintenant, après avoir fait relais dans le thalamus, qui est la structure clé relais sensorielle. Et comme pour les structures sous-corticales, eh bien, il y a une spécificité aussi des aires corticales dans la sensorialité. Alors, on va voir que chaque influx sensoriel va pénétrer dans un territoire particulier du cortex où il va être traité. Alors, de plus près, donc voilà ce cortex cérébral sur le plan anatomo-fonctionnel. Vous voyez, en fait, maintenant vous reconnaissez le lobe frontal, le lobe pariétal, les deux lobes séparés par un sillon, le sillon central. Ici, vous avez le lobe temporal qui est séparé du lobe frontal aussi par un autre sillon, que vous voyez ici, qui est un sillon latéral. C'est sûr de Sylvius. Alors par contre, ici, il n'y a pas de sillon anatomique. Disons, la limite, elle est juste fonctionnelle. La limite est juste fonctionnelle. Alors, bien entendu, vous voyez, dans chaque lobe, il y a plusieurs aires. On appelle des régions ou aires, des aires. Voilà. Et chaque aire a une fonction spécifique, soit une fonction sensorielle, soit une fonction motrice, soit une fonction limbique, etc. Alors, bien entendu, vous verrez par exemple ici, dans le frontal, on trouve les aires motrices, on trouve l'aire du langage, donc l'aire de l'articulation, de l'édification du langage, l'aire de Broca. Alors, plus loin, dans le lobe pariétal, on trouve l'aire de compréhension du langage, qui est l'aire de Wernicke. Et puis, vous avez des aires sensorielles, différentes aires sensorielles, en particulier le pariétal, le temporal et l'occipital. Alors, je vous ai entouré, bien entendu, les territoires corticaux sensoriels qui nous intéressent, puisqu'on s'intéresse surtout au registre physiologie sensorielle. Donc, pour tout ce qui est cortex somesthésique, alors le cortex somesthésique, il se situe, vous voyez, dans le lobe pariétal, et juste derrière le sillon central.
Alors, cette partie somesthésique qui se situe juste derrière le sillon central, alors on l'appelle en fait le gyrus postcentral. Il faut savoir que les lobes aussi sont subdivisés, comme vous venez de le voir, en aires, en régions, et chaque région peut être désignée par le terme gyrus. Gyrus. Donc vous avez la partie qui est juste derrière le sillon, on l'appelle le gyrus postcentral, et la partie qui vient juste avant le sillon central, on l'appelle le gyrus précentral. Alors le gyrus précentral, en fait, il est moteur, il a une fonction motrice, et le postcentral, il a une fonction somatosensorielle. L'aire gustative, elle se situe en profondeur dans cette aire, euh, dans ce gyrus postcentral. L'aire gustative se situe là, qui traite les goûts. Le cortex visuel, il se situe dans la partie occipitale, dans le lobe occipital. Le cortex auditif primaire, lui, il se situe par contre dans le lobe temporal et en particulier dans cette partie-là du lobe temporal, juste en dessous de ce sillon, latéral. Alors, et pour vous compliquer un petit peu l'échiquier de ce cortex cérébral, au fait, notre cortex cérébral, qu'on appelle également néocortex parce que c'est lui qui s'est formé en dernier sur le plan phylogénétique, alors ce cortex cérébral, il a été subdivisé en aires, en régions qu'on appelle, il a été subdivisé par un neurobiologiste qui est nommé Brodmann, d'où l'appellation de ces aires, on les appelle les aires de Brodmann. Alors, qu'est-ce que c'est que ces aires de Brodmann? Eh bien, le cortex il a été subdivisé en plusieurs dizaines de régions, donc en 50, plus exactement 52 régions. Alors, comment étaient séparées ces régions, subdivisées? Pourquoi? Parce qu'elles ont des cytoarchitectures différentes. Alors, qui dit cytoarchitecture dit, bien sûr, beaucoup de paramètres. Alors, il faut savoir d'abord que le cortex cérébral, c'est quelque chose, qui dit cortex dit quelque chose de stratifié, comme l'écorce terrestre, c'est des couches, et c'est des couches qui ont des épaisseurs, qui ont des neurones particuliers, donc qui ont des morphologies particulières, qui font des traits particulières, qui ont des arborisations terminales et des densités terminales données. Alors justement, en analysant la structure, la cytoarchitecture de ces 52 régions, on a trouvé que ces régions ont des cytoarchitectures tout à fait différentes. Pourquoi? Ils diffèrent par le nombre de couches, qui peuvent qui sont généralement au nombre de 6, ils peuvent être au nombre de 5 ou 4, les épaisseurs des couches qui peuvent différer, les arborisations terminales, dendritiques en particulier, qui diffèrent, les types de neurones aussi qui ne sont pas les mêmes, et puis leur répartition. Donc, Brodmann, en faisant un travail énorme d'études cytoarchitecturales, il a trouvé que ces régions diffèrent sur le plan anatomique cytoarchitectural, donc 52 régions. Et elle a trouvé donc que chaque région du cortex qui a la même organisation cellulaire a un numéro allant, il l'a désigné par un numéro désigné de 1 à 52. Alors donc il a trouvé 52 régions qui diffèrent sur le plan cytoarchitectural. Il s'est intéressé aussi à la fonction et il s'est dit peut-être que pour chaque région numérotée de 1 à 52, il y a une fonction spécifique. Alors effectivement, Brodmann a pu également relier chacune de ces 52 régions ou aires à une fonction propre, qui lui est propre. Ces régions ont par conséquent des fonctions différentes. C'est donc une classification proposée par Brodmann et ça donne les aires de Brodmann. Alors les aires de Brodmann, vous les voyez ici. Donc ici, vous avez le cortex cérébral avec différentes aires de Brodmann qui sont numérotées de 1 à 52. D'accord? Alors, en vue externe, au niveau du cortex cérébral, donc en vue externe, vous pouvez déchiffrer plusieurs aires, plusieurs numéros d'aires corticales, 1, 2, 3, 5, 18, 19, 20, 42, 52. Mais il y a des aires que vous ne voyez pas en vue externe du cerveau. Il faut passer à une coupe sagittale du cerveau, donc en vue interne, on voit apparaître d'autres numéros, donc on ne voit pas en périphérie. Donc, voilà pour les 52 aires de Brodmann qui diffèrent sur le plan cytoarchitectural et qui diffèrent sur le plan fonctionnel. Alors là, bien sûr, pour vous situer un petit peu les différents numéros qui se situent dans les différents lobes. Alors maintenant que vous connaissez cette organisation anatomo-fonctionnelle, on va situer sur ces schémas les aires
qui sont impliqués dans la perception ou se font le traitement sensoriel, c'est-à-dire impliqués dans la perception sensorielle. Alors, pour le cortex somatosensoriel primaire, donc on a dit qu'il se situe dans le lobe pariétal, il correspond à la partie qui vient juste après le science central, on l'appelle gyrus postcentral aussi. Alors, quelles sont les aires, les numéros de Brodmann qui rentrent dans ce cortex somatosensoriel? Eh bien, c'est les aires 1, 2 et 3. Ils sont colorés, rouge, 3, 1 et 2. Donc voilà les trois aires de Brodmann qui se situent dans le lobe pariétal et qui constituent le gyrus postcentral. Alors pour le cortex visuel, primaire en particulier, on a dit qu'il se situe dans le lobe occipital, ici en vue interne et en vue externe. Et quelle est l'aire de Brodmann visuelle? Eh bien c'est l'aire 17, c'est l'aire visuelle primaire. Il y a bien sûr les aires associatives visuelles qui sont autour, c'est les aires 18 et 19. Donc sachez que le cortex visuel primaire, il correspond à l'aire 17, il se situe dans le lobe occipital. Et enfin, le cortex auditif primaire, il se situe, on a dit, dans le lobe temporal, il est coloré en marron ici, et il correspond à l'aire 41 de Brodmann. Et ça se situe bien entendu encore dans le lobe temporal. Donc, tout ça, on l'avait vu au départ, mais là, vous avez la précision par rapport à la localisation et par rapport à l'aire en question. Pour le cortex gustatif, c'est l'aire de Brodmann 43, elle se situe, vous voyez, à ce niveau-là. En fait, ici, vous avez le gyrus précentral, vous avez ici le sillon, le gyrus précentral et le gyrus postcentral. Alors, le cortex justement auditif, il s'étend sur les deux et en profondeur, au fond, tout à fait au fond. Donc, le cortex gustatif s'étend sur le gyrus postcentral et sur le gyrus précentral. Alors voilà donc pour les voies sensorielles partant du récepteur jusqu'au niveau de l'aire corticale de Brodmann où se fera le traitement et la naissance de la sensation et de la perception sensorielle. Et je m'arrête là pour